Ça a donné l'idée de faire une recherche pour étudier le concept d'exclusion et d'inclusion dans différentes disciplines, par exemple la médecine, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la santé publique. Et on a fait une recherche avec différentes universités et différentes populations, les toxicomanes, les personnes vieillissantes, les personnes ayant le sida, les personnes handicapées, les jeunes de banlieue. Eh bien, quand on compare des recherches faites à propos de ces différentes populations, eh bien, on a des mécanismes communs d'exclusion et d'inclusion. Soit les populations exclues suscitent la pitié, soit elles suscitent la peur. Soit elles sont considérées comme socialisables, soit elles sont considérées comme non socialisables. Eh bien, les personnes handicapées suscitent la pitié et sont parfois considérées comme non socialisables, alors on les met dans des structures adaptées, elles sont dans une forme d'exclusion. Soit elles suscitent la pitié et considérées comme socialisables, on va mettre en place des choses pour qu'elles puissent être incluses. Les jeunes de banlieue qu'on n'a pas su maîtriser, ça a été évoqué ce matin, eh bien, ils sont considérés comme non socialisables et suscitent la peur, on fait de la sanction purement et simplement. Ou bien, les demandeurs d'asile qu'on ne veut pas inclure parce qu'on en a peur, on les reconduit à la frontière. Donc, ils sont considérés comme non socialisables et suscitent la peur, donc on les exclut. Tandis que d'autres populations sont considérées comme socialisables et on en a peur, mais on fait de la sanction, si vous voulez, pour l'inclusion. Par exemple, demander à certains délinquants de faire du service public et du service civil en espérant les réintégrer. Donc, le point de vue des populations majoritaires suscite des représentations sociales à propos de populations exclues à différents niveaux. Et les personnes minoritaires elles-mêmes se voient comme incluses ou exclues. Et là aussi, on a mis en évidence des représentations dichotomiques. Les personnes exclues, et en particulier les personnes handicapées que nous avons travaillé, eh bien, soit elles considèrent qu'il y a des ressources sociales disponibles pour elles, soit pas de ressources sociales disponibles pour elles. Ça, c'est une dichotomie. Une personne qui dit qu'il y a des ressources sociales mais qu'elle ne sera jamais dans le groupe majoritaire devient une assistée, se reconnaît comme assistée et parfois accepte cette situation. Une personne qui considère qu'il y a des ressources sociales disponibles et qu'elle pourrait entrer dans les normes, les valeurs, les privilèges du groupe majoritaire, va essayer d'utiliser ces ressources sociales pour y entrer. Elle est une incluse, elle va être incluse potentiellement, elle va faire ce qu'il faut pour tenter de s'inclure. Une personne qui dit qu'il n'y a pas de ressources, mais qui se considère comme susceptible d'entrer dans le groupe majoritaire, donc qui sait qu'elle a des potentialités, ou qui se voit comme ayant des potentialités, va devenir une militante. Les militants, c'est le contraire de l'assisté. Une personne qui se voit non acceptée dans le groupe majoritaire et qui considère qu'il n'y a pas de ressources pour ça, va être définitivement dans une représentation « je suis exclu et je le resterai ». Il nous semble que d'abord, mettre en évidence les représentations sociales, aussi bien dans les groupes militants, si vous voulez, les associations de personnes handicapées, que chez les groupes majoritaires, par exemple les employeurs, qui pourraient davantage employer des personnes handicapées. En France, vous avez les quotas, mais les quotas, c'est pas suffisant, il faut changer les représentations sociales. Par exemple, pour l'intégration des enfants handicapés dès le plus jeune âge dans les crèches, mettre en évidence ces représentations sociales et leur rôle excluant à différents niveaux, moi je fais l'hypothèse que ça peut changer des choses. Donc il faut passer de l'analyse, si vous voulez, à l'action du monde associatif
et à des décisions politiques qui vont dans ce sens-là, dans un sens de sensibilisation, etc. Il y a des mécanismes de changement des représentations sociales. Si une personne handicapée se sent comme exclue à cause des représentations qu'elle a, on peut la changer. On peut changer les relations avec la personne handicapée grâce à la politique des quotas notamment, qui force certaines entreprises à engager, et ils verront que ça fonctionne. Et que toutes les personnes handicapées ne sont pas désespérément non socialisables et non travailleuses. Et enfin, changer les idéologies et la culture, ça c'est un travail de long terme. Et dans toutes les représentations sociales, il y a un noyau central qui est stable et résistant, il y a un noyau périphérique qui est plus labile, sur lequel on peut agir en changeant petit à petit les choses par les éléments dont je viens de vous parler.